On connaît depuis ce samedi celui qui devra conduire la barque de la Fédération togolaise de football pour 4 ans. Le colonel Guy Akpovi, tête de liste du Nouvel Élan, a été élu président de la FTF à l'issue du congrès de la Fédération. La chasse aux données, ou plutôt aux besoins pressants des populations les plus démunies du pays a débuté depuis quelques jours. Une opération qui balise la voie à la mise en exécution du programme d'urgence de développement communautaire. Les étapes de Tchévier et d'Apaon à découvrir dans ce journal. Et puis ce 13 février est célébrée la journée mondiale de la radio. Un créneau trouvé depuis 5 ans déjà pour penser aux défis que doit relever ce média face aux besoins de l'heure. Et cette année, c'est la radio en situation d'urgence qui retient les attentions. C'était les principales articulations de cette édition. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. C'est la liste du Nouvel Élan conduite par le colonel Guy Akpovi qui remporte la majorité des suffrages lors du très attendu congrès de la Fédération togolaise de football ce matin à Lomé. Le nouveau président aura la lourde mission de redynamiser le football togolais pour 4 ans après plusieurs mois de crise. Le compte rendu du congrès avec Claude Amar et Alfred Kolani. Eche Emo, voici l'homme. Voici le nouveau président de la Fédération togolaise de football. Voici celui en qui la majorité des votants ont placé leur confiance. Lieutenant-colonel Guy Akpovi Bezonde, commandant de la première région maritime, tête de liste Nouvel Élan. Annoncé par certains comme favori et par d'autres comme outsider, le vice-président du Dynamique togolais et sa liste, le Nouvel Élan, ont frappé fort. 25 voix sur 47, majorité absolue au premier tour d'un vote serré, au cours duquel le dépouillement n'était pas autorisé au cardiaque. Après justement dépouillement de 46 bulletins sur 47, le colonel obtient 24 voix. Il ne lui manque qu'une seule pour passer. Et le dernier bulletin était bien celui qui a fait la différence. À peine élu, le nouveau président livre ses premiers mots. Ce jour est un grand jour pour le football togolais. En effet, au terme de ce processus, j'ai la ferme conviction que nous venons de mettre fin aux crises incessantes et aux querelles intestines qui avaient plongé inutilement notre sport roi dans une déliquescence totale. La tâche est immense. Elle ne peut se rallier qu'avec le concours de tous. C'est pourquoi nous dédions cette victoire au monde sportif togolais, à qui nous tendons une main fraternelle. Mesdames et messieurs, chers présidents de Ligue de club, nous sommes conscients, en ce moment où nous prenons la responsabilité de la Fédération togolaise de football, qu'il n'y a que des urgences. Le gouvernement togolais a fait de la réussite de cette normalisation un défi et l'on comprend aisément le soulagement du ministre Guy Madié Lorenzo. Vous venez de faire votre choix en votre âme et conscience et vous avez doté notre football d'un exécutif en toute transparence. Nous vous en remercions. Aux têtes de liste et aux listes qui n'ont pas été retenues, nous disons que l'essentiel est à venir. Conjuguez vos talents avec le nouvel exécutif de la FTF pour qu'ensemble vous réinventiez notre football. Nous vous félicitons pour votre esprit de compétitivité et de fair play. Au nouvel exécutif de la FTF, nous adressons nos félicitations comme il sied en ces circonstances. Tendez la main, mais vous venez de le faire, vers vos frères et sœurs des autres listes. Prenez exemple. Soyez inspirés par le président de la République qui a toujours dit, je cite, « La construction du Togo n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais celle de toutes les filles et fils de notre pays. » Fin de citation. Nous vous disons la même chose en ce jour du 13 février 2016, qui sera gravé dans les annales
de notre sport roi. Le temps du vote est passé. Le nouveau comité exécutif a 4 ans pour convaincre. Et ses premiers pas sont très attendus par tout un peuple. Le programme d'urgence de développement communautaire PUDC est un programme en complément des interventions en cours d'exécution sur toute l'étendue du territoire national. Il aura pour mission de répondre aux préoccupations des populations à la base. Des missions sont à Dapaon et à Tchivié pour la phase préalable de collecte de données devant constituer le dit programme. Les précisions avec Désiré Aloé et Rachel Aokou. Les attentes et préoccupations de la population de Tchivié, ici recensées par une équipe du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Il est question de collecter des informations précises sur les besoins urgents des communautés à la base afin d'améliorer leur accès aux services sociaux et aux infrastructures économiques. L'atelier de ce matin nous rassure que incessamment, bien dans un temps à venir, nos communautés connaîtront un changement en matière de développement à la base. Le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, est une initiative du gouvernement togolais conçue avec l'appui du PNUD pour réaliser les projets urgents au profit des populations les plus défavorisées. Nous attendons à ce que les populations comprennent le pourquoi le gouvernement a mis en place ce programme et s'investir et s'impliquer pour que ce programme-là connaisse une réussite sur le terrain. Nous insistons sur l'appropriation. Nous ne venons pas pour faire des choses que nous venons plaquer, mais nous insistons à ce qu'ils comprennent que les besoins doivent provenir d'eux et qu'ils s'approprient tout ce qui se fera par la suite et qu'ils considèrent ça comme étant leur bien. En 5 jours, les 5 régions du Togo seront parcourues pour le même exercice. Les secteurs ciblés sont l'hydraulique, l'assainissement, l'éducation, la santé, l'énergie, pour ne citer que ceux-là. Pour répondre aux insuffisances constatées dans la mise en œuvre des grandes orientations de développement socio-économique de l'État à travers l'ASCAP, le gouvernement togolais a initié en complément des interventions en cours le programme d'urgence de développement communautaire PUDC sur la période 2016-2018. Les populations pauvres, peu ou mal desservies par les interventions, sont plus concernées avec pour objectif l'amélioration de leur accès aux infrastructures d'équipement de services socio-économiques à la base et répondre valablement à leurs besoins prioritaires. Une mission dans la région des Savanes pour collecter les besoins sectoriels des populations. Le PUDC est orienté essentiellement vers les vraies poches de pauvreté, c'est-à-dire les zones rurales, les milieux semi-urbains et même à l'intérieur des communes urbaines, il y a des poches de pauvreté qui subsistent. Donc il faut essayer de collecter les besoins, mais les besoins prioritaires des équipements marchands par exemple, les marchés, les hangars de marché, ces besoins doivent être des besoins prioritaires pour répondre aux préoccupations de ces poches de pauvreté. Avec l'appui du PNUD, le PUDC est articulé sur 4 composantes essentielles. Les infrastructures socio-communautaires, le renforcement des capacités des acteurs locaux, l'entrepreneuriat rural et le système de géolocalisation des interventions. Il devient urgent de creuser à fond pour identifier ainsi les besoins prioritaires. La réussite de cette étape importante de collecte implique une collaboration interministérielle. Les techniciens issus donc de plusieurs ministères sillonneront pour le compte des Savanes les 5 préfectures de la région. La lutte contre la pauvreté à la base, mais aussi la protection de l'environnement préoccupe le gouvernement togolais et ses partenaires. L'association Songouman, regroupant des pépiniéristes et planteurs de Tone Ouest, est active sur le terrain et vient d'initier un projet pour protéger justement l'environnement et augmenter les revenus agricoles des producteurs. Nous retrouvons depuis Dapaon Désiré à l'œil. Le changement climatique de plus en plus sensible amène les acteurs en développement agricole à agir, à opérer une dynamique d'adaptation.
Ici à Kongmoba, dans l'ouest de la préfecture de Thone, des puits en réalisation à mettre à l'actif de Songouman, association des pépiniéristes et planteurs de Thone-Ouest, pour contribuer à appuyer les ruraux locaux dans la pratique d'une agriculture durable et combattre l'extrême pauvreté. 5 hectares seront reboisés sur le même site. Au-delà des activités de reboisement et de maraîchage, les bénéficiaires vont suivre une formation en sylviculture et en compostage rapide à base des champignons sélectionnés. Un ensemble de techniques pour appuyer l'agriculture et la protection de l'environnement. Dans notre région, la saison pluvieuse, c'était 6 mois. Maintenant, c'est 4 mois. Alors, si les pluies cessent, il faut aller vers les bas-fonds et continuer l'agriculture pour 3 à 4 mois. Comme ça, le paysan de la savane aura 8 mois sur 12 de travail et les revenus lui permettront de vivre décemment. Sur le terrain, nous allons faire 10 puits. C'est 5 hectares, mais on fera 2 puits par hectare. Nous allons planter 338 arbres par hectare. Et nous allons clôturer tous les 5 hectares avec le grillage pour que les bêtes n'empêchent pas de faire le maraîchage. Et nous allons équiper ces puits de pompes à pédales écolo qui ne nécessitent pas l'essence pour faciliter l'irrigation ou l'arrosage de nos produits maraîchers et de nos arbres. Ça serait certainement très bien aussi pour le Togo qu'on aide à reboiser et à transformer ces paysages de savane pour qu'ils deviennent une vraie forêt. Je suis très fier de ce que fait Songouman et de pouvoir les aider encore. Avec le soutien des associations SORG, Solidarité et Amis de Dalouag et d'Apan, le projet estimé à 15 600 000 francs CFA est directement piloté sur le terrain par l'ONG Songouman. 1200 personnes de Kongmoba et de ses environs sont directement visées par le projet aménagement et valorisation des bas-fonds de Kongmoba pour un développement humain durable. Un comité Songouman et bénéficiaire direct sera installé pour suivre les activités inscrites innovantes dans l'agriculture sans brûler. Rentable, le projet, selon une étude, contribuera à baisser l'exode rural d'au moins 115%. Et c'est toujours pour sauver Dame Nature que le préfet maritime Adjo Vignon sensibilise depuis quelques semaines déjà les populations des localités du littoral. Et cette semaine, il a appelé les habitants de Nimagna et Agbodrafort dans les lacs à entretenir la plage. Le compte rendu avec Patrice Bocan. L'économie bleue reste un atout considérable pour le développement socio-économique pour n'importe quel pays qui a la chance d'avoir une côte maritime. Et pour mettre en valeur ce don naturel au profit des populations, les autorités togolaises, à travers la préfecture maritime, ne ménagent aucun effort. Après 6 mois de sensibilisation sur les devoirs et les avantages que cela comporte pour les riverains, le préfet maritime ne cache pas sa satisfaction. Nous apprécions à sa juste valeur. Nous disons qu'il y a des efforts qui sont faits. Les chefs le quartier, le chef du canton lui-même, avec les différents chefs de ces véhicules, ils ont fait des efforts, ils ont même initié ils ont fait des émissions pour sensibiliser. Et c'est une très bonne chose. Et donc, ils se sont mis aussi en équipe pour continuer la sensibilisation. À Nimagna comme à Agbodrafort, où les acteurs de la mer et les riverains ont été davantage sensibilisés sur la sécurité maritime, le trafic illicite du carburant, la piraterie, le terrorisme et l'entretien des côtes, le message est bien reçu. Aujourd'hui, le passage de monsieur le préfet, ça nous a plu beaucoup parce qu'il a fait un de plus, puisqu'on ne peut pas envoyer son enfant au champ sans roue ni coupe-coupe. Donc aujourd'hui, on nous a donné des outils. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de joie. Un don de matériel d'entretien a été remis aux 2 localités visitées. L'ONG Association Mieux-être pour tous, AMEPT, a organisé hier vendredi à Lomé une cérémonie de remise de diplômes à ses étudiants. Ils ont été formés en secrétariat bureautique, en maintenance informatique et en entrepreneuriat. Au total, ils sont 470 récipiendaires à avoir reçu leur diplôme. Le compte rendu avec Sonia Aminikbo et Rachel Aoko.
Le développement durable de tout pays repose sur l'investissement dans le capital humain. C'est ce à quoi s'est attelée l'ONG Association Mieux-être pour tous depuis quelques années en formant gratuitement les jeunes issus des couches défavorisées. Après 12 mois de formation en secrétariat, en entrepreneuriat et en maintenance, ces étudiants reçoivent aujourd'hui leur diplôme. C'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui à recevoir ce diplôme. Je me suis inscrit dans la filière maintenance informatique. Je suis sûr qu'après avoir reçu ce diplôme, je pourrais chercher un boulot. On nous a appris la base et je crois que sur cette base, je pourrais évoluer dans l'avenir. Je crois qu'avec ce diplôme, des grandes choses vont se produire dans ma vie. Et spécialement pour moi, je peux enfin frapper les portes où auparavant je n'avais pas pu frapper pour pouvoir arriver à mon but. 470 récipiendaires de la 17e promotion ont reçu leur attestation de fin d'apprentissage. Le début d'un voyage dans la vie active pour ces jeunes. Je suis fier quant à ceux qui ont pu endurer et sont sortis aujourd'hui parce qu'ils nous ont supportés. Ils ont supporté la formation et tout ce que nous avons apporté en plus. Et j'ai confiance, je crois en eux et c'est qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain et ils gagneront leur pain. L'association Mieux-être pour tous a formé depuis sa création 7800 jeunes, dont 7412 font déjà leurs preuves sur le terrain. L'ONG AMEPT intervient aussi dans d'autres domaines, notamment la santé et l'agriculture. Elle prend également en charge plus de 500 orphelins à Badja, dans la préfecture de la ville. Et découvrons à présent certains de ces jeunes formés par l'ONG AMEPT. Ils sont issus de différentes promotions. Que sont-ils devenus et quel est l'impact du projet sur leur avenir socio-professionnel? C'est un dossier réalisé par Lys Diamia et présenté par Félix Semdacha. J'ai déjà dépassé le stade de café, cafétéria. Maintenant, j'envisage le côté restaurant pour que les gens viennent plus, quoi. Et l'argent d'ici, là, qui a servi, c'est l'autofinancement. Après de l'emploi, ce n'est pas des millions. C'est en construction même. De l'autre côté, il y aura le restaurant même. Et on aura aussi un podium pour animer le week-end. Dako Kwasi est directeur d'un café-restaurant à Dogomé en banlieue de Lomé. Fruit de la 14e promotion des élèves du centre de formation technique de l'association pour le mieux-être pour tous à AMEPT. Environ une année de formation, beaucoup de rigueur, de discipline et de détermination et les résultats sont là. J'ai pu ouvrir cette entreprise. Bon, avant, c'était une petite entreprise, mais avec l'expérience que j'ai acquis à AMEPT, aujourd'hui, bon, je pense que c'est une petite entreprise. Et ce n'est pas la seule entreprise. J'ai aussi d'autres entreprises ailleurs. Avec tout ce que j'ai suivi cette formation, il n'y a personne à la maison maintenant qui se dit bon, je n'ai pas trouvé, donc je reste à la maison comme ça. J'arrive à survivre et à faire des petites économies, et ce qui me permettra d'atteindre mes objectifs, les projets que j'avais. J'étais à la maison, j'ai fait 3 ans à la maison, je ne fréquentais pas, j'ai cessé les cours et je suis venue à Lomé. J'ai vu ce centre, je sais que c'est bon et j'ai essayé de fréquenter là-bas et c'est grâce à ça que je vis maintenant. Rien ne prédestinait ces jeunes au départ démunis à s'offrir cette chance de s'insérer si facilement sur le marché de l'emploi. Tous ont acquis le sens du sacrifice pour s'offrir un avenir meilleur. Les gens me connaissent beaucoup en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, que je suis un entrepreneur international. Aujourd'hui, si on m'appelle de venir travailler quelque part, je ne vais même pas aller. Je préfère plutôt élargir encore, créer encore des emplois pour réduire la pauvreté des jeunes dans notre pays. C'est mon souhait. Tous ces jeunes ont été formés gratuitement. Au total, 7412, issus de 17 promotions, n'ont eu de perspective d'emploi pour se faire recruter ou s'auto-employer. L'ONG AMEPT est soutenue par des partenaires étrangers. Elle compte aussi sur la bonne volonté nationale pour poursuivre ses actions en faveur des populations défavorisées du Togo.
Hors du Togo, près de 3 ans après le début de la crise en République centrafricaine, le second tour de la présidentielle est prévu pour demain. Un espoir pour tout un peuple qui aspire à la paix et à la cohésion nationale. Le scrutin opposera un banquier et un universitaire, 2 personnalités discrètes mais compétentes. En Haïti, le Parlement doit élire ce samedi un président par intérim. C'est une procédure exceptionnelle, conséquence du report répété des élections, mais aussi de la fin du mandat du président Martelly. Même si la date du second tour de la présidentielle est prévue pour le 24 avril prochain, la crise politique que traverse le pays est loin d'être terminée. Pas question que les sénateurs ni les députés ne choisissent le président par intérim. Pour eux, il n'y a qu'une solution, que la justice fasse respecter le processus électoral. Après des mois d'opposition au président Martelly, qui a quitté le pouvoir après 5 ans de mandat dimanche dernier, ils y voient une fois de plus une ultime manipulation de l'ex-chef d'État pour garder une mainmise sur le pays. Il y a une conspiration entre Michel Martelly et l'ancien président du Sénat, Edgar Leblanc. Ils veulent s'accrocher au pouvoir. Et pour y parvenir, tout est utile pour éviter, selon eux, le pire. Cérémonial incantatoire devant le Parlement pour qu'aucun consensus ne ressorte. En vérité, la rue se montre profondément divisée. Parmi les manifestants, il y a les supporters du favori à la présidence par intérim, le président du Sénat, Jocelyn Privert. Mais il y a aussi ses opposants. Nous sommes ici pour apporter notre soutien au président du Sénat, Jocelyn Privert, pour qu'il devienne le prochain président et qu'il résolve tous nos problèmes. Nous ne voulons pas de Privert, il est membre du Parlement. Nous voulons la Cour suprême pour qu'elle fasse respecter la loi. 13 candidats sont en lice pour occuper la présidence par intérim pour une durée de 120 jours. Le choix incombe désormais aux sénateurs et aux députés, avec au-dessus de leur tête le risque d'un embrasement populaire. Je vous le disais en titre, ce 13 février, c'est un vieux moyen de communication qui est à l'honneur, la radio. Et c'est depuis 2011 que l'UNESCO a retenu cette date pour mener des réflexions sur ce média face aux incessantes mutations. Cette année, c'est la radio en situation d'urgence qui est le thème retenu pour la célébration. Lise Diamien et Rachel Aokou nous en disent plus dans l'autre dossier de cette édition. Elle nous accompagne dans tous les instants de la journée. La radio reste aujourd'hui le média qui atteint le plus large public en un laps de temps. Que ce soit à partir d'un poste récepteur ou d'un terminal mobile, il est d'usage aujourd'hui. L'information est servie fraîche et accessible dans toutes les langues. Autant de services qui placent la radio en bonne place dans la prévention et la gestion des situations d'urgence. La radio peut être beaucoup utilisée pour le système d'alerte précoce. Je donne un cas concret. Supposons que nous sommes dans une localité au sud du pays, dans la région sud-est du Togo particulièrement, quelque part peut-être vers Agomeglozo, et qu'il y a une pluie en amont sur le fleuve Mono. Là, dans cette partie, il y a des équipements qui sont installés, qui s'appellent donc des balises, pour essayer de voir le niveau de l'eau. Si l'eau atteint un niveau jaune, cela voudrait signifier qu'il faut faire attention, il faut commencer à prendre des dispositions pour évacuer. Et dès l'instant où le niveau d'eau arrive à la partie rouge, automatiquement on doit évacuer les lieux. Mais avant d'évacuer, il va falloir avoir l'information. Il faut que l'information parvienne à la population concernée. Et la radio, c'est l'un des moyens les plus rapides pour que tout de suite la communauté en question soit informée. Le taux d'infection du virus Ebola a diminué, mais la menace demeure. La Croix-Rouge vous propose Premier Secours, une application pour smartphone. La radio diffuse ainsi des alertes aux inondations, aux tempêtes, aux routes bloquées, aux épidémies. Avec la chance que les messages sur les dispositions pratiques conseillées atteignent assez rapidement la cible, quelle que soit sa position. La radio, c'est l'un des moyens les plus efficaces dans la mesure où on passe directement par l'oralité qui est notre propre
le propre de l'africain, l'oralité qui suppose le français, mais aussi les langues nationales, les langues locales. Là, nous sommes en pleine interview et il se fait que l'un parmi nous a par exemple un virus ou bien un microbe dangereux, transmissible. Et nous nous séparons. Nous n'avons plus les coordonnées de l'un ou de l'autre. Le seul moyen pour rechercher ceux-là qui ont pu côtoyer celui parmi nous à ce virus, le seul moyen, c'est la radio. La célébration le 13 février de la journée mondiale de la radio attire donc l'attention sur ce média stratégique dans un contexte où de plus en plus de personnes sont menacées ou affectées par un nombre croissant de catastrophes. À cette occasion, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, demande à chacun de trouver des moyens pour que la radio réponde toujours aux défis humanitaires. Autre célébration demain, la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et comme toujours, chacun fait preuve d'imagination pour satisfaire et combler sa ou son partenaire. Et c'est également la période de bonnes affaires pour des commerçants saisonniers. Vous allez le voir à la veille de cette fête, toute la ville de Lomé est aux couleurs de l'amour, le rouge et le blanc. Augustin Kossi, Lys Diamier et Dem Susupa. Un cadeau symbolique, un geste d'amour pour faire plaisir à son bien-aimé. Émile est prêt pour le 14 février, jour de la Saint-Valentin. J'ai acheté ce cadeau pour ma femme pour lui rappeler notre premier jour de rencontre. Donc si je rate ce jour-ci là, mais je suis foutu. Elle va croire que je pense à d'autres choses ailleurs. Donc moi aussi j'attendais à son tour, le soir ou bien demain matin, voir ce qu'elle va m'offrir. La Saint-Valentin est considérée dans nombre de pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour renforcer leurs relations amoureuses. Des cadeaux ainsi que des roses rouges, emblème de la passion. Quelqu'un que j'aime le plus cher dans ma vie, donc je vais lui faire ça pour lui faire plaisir, pour lui montrer ma gratitude, pour que je l'aime vraiment. C'est obligé de donner le cadeau réciproquement l'un à l'autre. C'est pourquoi moi aussi je suis venu faire quelque chose pour offrir à mon conjoint. Partout, le rouge et le blanc restent des couleurs les plus prisées. Dans la ville, des décorations annoncent l'événement. C'est ces combinaisons que les gens viennent souvent chercher. Le rouge, le blanc, ou bien le blanc en bas, le rouge en haut. Et pour les jeunes femmes aussi, il y en a. C'est en ce temps que nous aussi on fait des commandes de ces habits. La couleur rouge signifie l'amour et la couleur blanche signifie la paix. Ça veut dire que là où il y a l'amour, ou bien là où il y a l'amour, il y a la paix. C'est pourquoi on met les deux couleurs ensemble pour célébrer l'amour. Selon moi, on peut utiliser d'autres couleurs. On n'a pas forcément besoin de couleurs pour manifester l'amour envers son prochain. À l'occasion de cette fête laïque, l'amour est célébré dans toutes ses dimensions. Son sens n'est pas anodin. C'est justement ce que s'apprête à expliquer aux jeunes une association au cours d'une soirée récréative. Nous jeunes, on a beaucoup tendance à se perdre un peu, à se donner au sexe pendant ces moments. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, c'est-à-dire ceux qui sont déjà mariés légalement. Mais nous jeunes, que nous le confondons. Donc c'est pourquoi nous organisons ce concert aujourd'hui pour pouvoir sensibiliser les jeunes sur ce que c'est vraiment la conduite à tenir. C'est vrai, nous sommes des jeunes et si on a vraiment envie de fêter la Saint-Valentin, nous avons nos parents que nous aimons tant. Nous pouvons faire un geste à leur endroit, leur offrir un petit cadeau, de petites fleurs. Et ça peut se faire même entre amis parce que nous allons même au-delà de la sexualité. Ça veut dire la relation interpersonnelle. La première mention de la Saint-Valentin à connotation amoureuse remonte au XIVe siècle en Angleterre. On croyait alors qu'au 14 février, les oiseaux s'appariaient. Valentin, un moine, selon les traditions antiques, arrangeait des alliances pendant une période d'interdiction de mariage aux soldats romains, ce qui lui a coûté la vie. Le 14 février serait lié à son martyre, ainsi qu'à son billet envoyé à la fille de son geôlier la veille de son exécution. Et puis le roi de la musique togolaise, King Mensan, célèbre ses 20 ans de carrière cette année. Une occasion pour lui de démarrer un festival de 4 jours dénommé Togodo. Les précisions avec Désiré Dabouvi de Douari.
Pas de répit pour King Mensang durant cette année 2016. Et pour cause, le roi de la musique traditionnelle togolaise célèbre ses 20 ans de carrière. Un événement de taille autour duquel se déroule le festival Togodo qui mobilise et égaye le public d'Aboudrafort et celui venu d'ailleurs. Plusieurs artistes togolais étaient à ce premier rendez-vous de joie et de gaieté pour célébrer le couronnement de Papali le King. Pour l'artiste, c'est le moment de confirmer l'enracinement de sa musique sur son sol natal. Il faut que je démarre quand même ce festival avec les gens de chez moi. Si je suis en face d'un public que j'aime beaucoup et je pense que si le début, si on a déjà ce nombre déjà, ce public, je pense personnellement que ça va être une très 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 belle fête. J'ai pas envie de sauter d'ici à la télé, mais en vérité, je suis vraiment heureux. Pendant ces 4 jours, les bords du lac Togo vibreront au rythme d'Agbadja, Akpese, Kamou et d'autres variétés venues du Ghana, du Bénin, du Togo et d'ailleurs pour faire frémir les cœurs. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite aux incidents techniques survenus hier vendredi 12 février, la fourniture du courant électrique a connu des perturbations dans les localités de Davier-Kota dans la préfecture du Zio à 0h52 et à Lomé dans le quartier Nikonakwe à 17h30. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients des zones concernées par ce désagrément et les remercie pour leur compréhension. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.